Bienvenue dans We Love Mobility, le premier podcast dédié aux tendances de la mobilité internationale et de la gestion des talents. Chaque premier lundi du mois, je reçois un invité avec qui on va discuter des tendances et du futur de la mobilité internationale, du recrutement et de la gestion des talents étrangers. Moi, c'est Caroline Treuillard, directrice générale du groupe Mobility Compliance, acteur incontournable de la mobilité internationale dans laquelle j'évolue depuis presque 20 ans. Retrouvez-nous sur LinkedIn et Instagram pour suivre l'actualité du podcast et interagir avec nous. Au programme de cet épisode, l'évolution de la mobilité internationale des années 90-2000 à aujourd'hui. L'évolution des pratiques, notamment depuis le Covid, et le futur de la mobilité internationale entre rationalisation des coûts et green mobility. Salut Sophie, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de We Love Mobility. Je suis trop contente de te retrouver ici. Hello, comment ça va? Ça va bien et toi? Très bien. Belle année à tout le monde. Très bonne année 2025. Plein de succès dans tous tes projets. Oui, écoutez, début d'année, on va dire pour le moment très bien, donc on croise les doigts. Ça va bien se passer. Sophie, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais? Oui, alors Sophie Pitt, moi j'ai 52 ans, j'ai à peu près 30 ans d'expérience professionnelle, dont bientôt 28 en management de la mobilité internationale. Donc depuis 1997, au sein de différentes structures, mais toujours sur ces problématiques liées à la gestion des expatriés. Et du coup, 13 ans de mobilité internationale en entreprise. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours dans les grandes lignes jusqu'à aujourd'hui? Alors, j'ai effectivement eu 13 ans en entreprise, les 6 premières années chez Alcatel, donc en gestionnaire mobilité internationale 3 ans en France. Et après, j'ai eu la chance d'avoir pu partir en expatriation, 3 ans aux États-Unis. Toujours en gestion des expatriés, mais moi-même expatriée. Donc l'intérêt, c'était effectivement de voir l'autre côté du miroir et d'avoir cette expérience de 3 ans à l'étranger qui a été une aventure incroyable. À mon retour, comme bien souvent, on parle toujours en mobilité internationale de la gestion des retours, un retour qui était un peu compliqué et donc j'ai décidé de quitter Alcatel. Et je suis partie 3 ans chez Danone, toujours en gestion de la mobilité internationale. À la fin de l'expérience Danone, j'ai voulu aller me confronter à un autre aspect du métier qui était l'aspect du conseil. Donc j'ai intégré un petit cabinet de conseil en mobilité internationale, Primacy, très formateur puisque là on passe encore une fois de l'autre côté, mes côtés prestataires, mes côtés, on va dire, consultant qui va délivrer des projets, des conseils auprès des entreprises pour la gestion des expatriés. Ensuite, j'ai saisi l'opportunité de repartir en entreprise chez Unibail Rodamco Westfield. Alors, c'est pas une entreprise qui est forcément extrêmement connue, mais qui est quand même fait partie du CAC 40. Et donc, j'avais pris le poste de responsable de la mobilité internationale, qui était une création de poste, en fait. Et au bout de 2 ans, j'étais un petit peu arrivée au bout de l'aventure. J'ai décidé de me lancer en indépendant, donc en freelance. Donc ça fait 14 ans de ça. Donc, j'ai ma propre structure, SP Mobilité Conseil, pour laquelle je suis amenée à travailler sur un ensemble assez grand de problématiques liées à la mobilité internationale. Donc beaucoup de remplacements de congés maternité, par exemple, dans des grandes entreprises ou des plus petites, pendant quelques mois pour renforcer l'équipe et puis prendre la place de la personne qui est partie. L'avantage, c'est que j'ai pas beaucoup besoin d'être formée, donc c'est assez pratique pour les entreprises. Je fais aussi beaucoup de calculs de package pour des plus petites structures qui n'ont pas la connaissance en interne de la gestion d'une expatriation. Donc calcul de package, rédaction de l'avenant d'expatriation, toutes les questions autour de la protection sociale, que doit-on mettre en place quand on part en expatriation, et aussi des problématiques un peu plus, on va dire, logistiques, d'organisation d'un déménagement, de quel prestataire prendre pour l'immigration, pour la recherche de logement. Donc j'arrive aussi sur ces aspects-là, mais en coordination, parce que je travaille avec des prestataires. Et donc voilà, j'interviens auprès de petits et grands clients sur des problématiques assez diverses. Parfois c'est juste un package, parfois c'est l'externalisation de toute une population, ça va dépendre. Et quand je fais des remplacements, ça va être aussi effectivement prendre un poste de gestionnaire mobilité et aussi, pourquoi pas, faire du management de transition en tant que responsable EMI, ce que j'ai fait au tout début de mon expérience, dans une période où ils étaient en train de se réorganiser, où tout était en train d'être remis en cause pendant un peu plus de 2 ans. J'étais là en transition en tant que responsable de la mobilité. D'accord. C'est une chose dont on n'a pas parlé, mais ça me vient comme ça. Est-ce que tu rédiges des politiques de mobilité internationale aussi pour des boîtes? Tout à fait, effectivement, oui, ça m'arrive. Alors, avant de rédiger une politique, souvent, on va faire un audit. Voilà, l'existant, comment sont montés les dossiers, comment sont calculés les packages, est-ce que dans le dossier, il y a les éléments liés à la paye, à la protection sociale. Et
de là, avec la culture de l'entreprise, sa maturité et les besoins du business, on va rédiger une politique, tout à fait. Ok. Un petit retour en arrière, parce t'as quand même beaucoup d'expérience. Et puis la mobilité internationale a beaucoup évolué, et peut-être encore plus depuis 4-5 ans, avec le Covid notamment. C'était comment la mobilité internationale quand toi t'as commencé? Alors moi j'ai commencé donc en 1997, au siècle dernier on va dire. C'était encore une époque où on était plus dans l'objectif d'envoyer des gens et de trouver les bonnes personnes, mais de trouver les personnes qui allaient partir. Et donc on avait très souvent qu'une seule politique. On n'était pas du tout sur des choses très, on va dire, segmentées. Et on avait des packages assez riches où on n'était pas sur... on limitait pas forcément les budgets logements. En tous les cas, on avait des budgets assez généreux. De la même manière qu'on avait des primes, beaucoup de primes dans les packages pour compenser la mobilité, la distance, tout un tas de facteurs qu'on mettait dans des primes pour inciter les gens à bouger. Par exemple, sur le différentiel de coût de vie, on était souvent sur le niveau le plus élevé. Un différentiel de coût de vie, tous les prestataires vont définir 3 niveaux. On donnait toujours le plus élevé, c'est-à-dire compenser la différentiel de coût de vie au maximum des possibilités. Donc on était vraiment sur des packages qu'on appelait à l'époque assez généreux. Et c'était encore le moment où on renforçait toutes les équipes à l'étranger. On était sur des packages très généreux parce que il fallait inciter les gens à bouger et que à l'époque, effectivement, l'expatriation était quelque chose d'exceptionnel. Donc, qui dit exceptionnel dit rémunération, package, avantages en nature, tout ça exceptionnel. Et c'était effectivement aussi une époque où on avait beaucoup moins de prestataires. Aujourd'hui, on a énormément de prestataires qui peuvent nous accompagner sur que ce soit la protection sociale, toute la partie relocation, l'immigration, la sécurité sociale. À l'époque, on avait assez peu de prestataires. Moi, il m'est arrivé d'organiser des déménagements directement avec le département transport de chez Alcatel. Okay. Donc, on ne passait même pas par des déménageurs. Et puis, il m'est arrivé d'aller faire des états des lieux de sortie avec l'agence immobilière parce qu'on n'avait pas de société de relocation. Okay. Donc, c'est un univers qui a beaucoup évolué. Ça s'est beaucoup professionnalisé, hein. Ça s'est beaucoup professionnalisé. Et moi, en plus, la petite particularité que j'avais, c'est que j'arrivais sur un poste en mobilité internationale, on va dire un petit peu par hasard, parce qu'en fait, ma formation plus mes précédentes expériences m'amenaient plutôt vers de la gestion de la formation professionnelle en entreprise. Et il se trouve que j'ai intégré Alcatel sur un poste coupé en deux, moitié formation, moitié mobilité internationale. Je pense qu'ils ne savaient pas trop à qui confier la mobilité internationale, et comme je parlais anglais couramment, ça a bien matché, okay. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le sujet. Donc, en plus, je dirais, d'un univers où il y avait assez peu de prestataires, moi, j'ai passé beaucoup de temps avec les bureaux de sécurité sociale, le CLES, la CFE, les juristes, les fiscalistes, pour me former sur le tas, on va dire, et apprendre les mains dans les dossiers tous les rudiments et tous les fondamentaux, on va dire, de la mobilité. Sachant qu'en plus, à l'époque, on avait un cadre beaucoup plus, on va dire, flexible, c'est-à-dire qu'on était assez peu préoccupés par les conformités sociales et fiscales. C'était beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un univers assez peu structuré que j'ai intégré, qui s'est énormément structuré au fur et à mesure des années, en fait. D'accord. Et concrètement, cette évolution-là de la mobilité internationale et ces changements, comment tu les expliques, toi ? Je les explique parce qu'à un moment donné, je pense que les gens se sont quand même penchés sur, on va dire, le coût d'une expatriation. Et aussi ce fameux ROI, alors le retour sur investissement d'une expat, qui a pour moi aujourd'hui est toujours un peu un mystère, parce que je ne sais pas vraiment comment on le mesure et comment les gens peuvent mesurer un retour de ce type, sauf à dire que la personne qui revient a acquis un certain nombre de compétences qu'elle va mettre au service de l'entreprise sur un poste un peu plus important. Mais la problématique a été surtout les coûts. Parce qu'à partir du moment où les entreprises se sont développées, se sont installées à l'étranger, ont staffé en local, il y a, je pense, une réflexion qui s'est portée sur le coût de l'expatriation. Et moi, ce que j'ai vu ces 10 dernières années, c'est une rationalisation des packages assez impressionnante. On est passé par des limites de budget. On a limité l'indice de coût de vie, comme je disais tout à l'heure, à 3 niveaux. On est parti du niveau le plus haut. Maintenant, on est plutôt sur le niveau le plus bas parce qu'on estime que dans la plupart des pays, l'expat va être capable de consommer un peu comme un local et n'a pas forcément besoin d'avoir recours à des produits d'importation. C'est-à-dire que la plupart des pays où on envoie les gens maintenant, à part certains, ont quand même une disponibilité de produits suffisante. On s'est dit aussi que peut-être c'était plus la peine de remercier, entre guillemets, en tous les cas, de mettre des primes d'incitation, parce qu'il y a beaucoup plus de volontaires, et c'est parfois dans des pays beaucoup moins durs d'être partir en expatriation.
Donc les primes de mobilité, les primes d'expatriation, les primes de distance, tout ça a eu tendance à disparaître. Les budgets logement, on est passé de choses assez dispendieuses à des choses beaucoup plus raisonnables. Certains vont dire à aujourd'hui, les prestataires délivrent des budgets logement de 3 niveaux également. On va dire, on donne le niveau 1, ou alors on donne le niveau 3 moins le niveau 1. J'ai même des clients qui disent on prend le niveau 1 puis on applique un coefficient de réduction. Parce qu'on estime que on ne va pas surpayer non plus un poste pour lui permettre de vivre dans des conditions démesurées par rapport à la réalité. Quoi. Voilà, et par rapport à ce qu'il avait dans son pays d'origine. Ouais. On est passé aussi de politique unique, on a une politique d'expat, à se dire on va segmenter parce que je veux avoir des packages qui me coûtent moins cher. Donc, je vais faire quelque chose un peu plus pour les juniors, ou je vais segmenter par niveau hiérarchique. Ouais. Je vais segmenter par, on va dire, objectif de la mission. Donc, on a vu apparaître des short missions, donc des missions courte durée. On a vu apparaître du commuting, on a vu apparaître des rotationnels, on a vu apparaître tout un tas de politiques. On a vu arriver sur le marché des appellations politiques Expat Light, Explorer, et surtout aussi les Local Plus, c'est-à-dire une manière de concevoir des packages où on diminue les primes, les avantages peut-être, et aussi, et ça c'est une des dernières, on va dire, tendances ces dernières années, où on va changer la manière de calculer la rémunération. Avant, on était sur la traditionnelle approche où on garantissait le net du pays d'origine. Maintenant, on se dit, la personne va travailler aux États-Unis, elle va travailler à Hong Kong, elle va travailler au Canada, je vais la payer comme un local là-bas, puisque finalement, ce sont des marchés où les rémunérations sont plutôt élevées. Et donc, non seulement je vais la payer comme un local, ça va me coûter moins cher que de garantir un net avec toutes les problématiques fiscales autour. Et puis, comme elle est payée comme un local, ça veut dire qu'elle peut vivre en local. Donc, je vais lui mettre des avantages en nature qui vont être adaptés pour peut-être lui permettre de vivre un peu mieux et dans les quartiers des expats, mais ne pas lui donner une surcompensation par rapport à un local. Okay. Donc, on a maintenant, et c'est une vraie tendance, des politiques qui vont être basées sur une rémunération calculée comme dans le pays d'accueil et non plus garantie comme dans le pays d'origine. Il y a un ajustement qui a été fait. C'est un ajustement et ça permet aussi une simplification de toute la partie fiscale et ça évite le surcoût fiscal que induit le net garanti en fait. Et donc moi je vois quand on me sollicite pour travailler sur des rédactions de politique, les entreprises sont très 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 attentives au coût. Et maintenant, dans beaucoup de structures, de grands groupes, mais même des plus petits, on va même demander une estimation de coût, un cost estimate, avant le départ. D'accord. Avant même de proposer l'expatriation aux salariés. En disant, ça va me coûter tant, est-ce que je le fais ou pas? Le manager, le financier, le directeur financier, le directeur des opérations vont dire go, no go en fonction du coût. Et souvent, on va nous demander, mais ça coûte combien par rapport à un local? C'est rarement le bon calcul, puisque si on amène un expat, c'est qu'il a d'autres compétences. Ouais. Mais on a vraiment une nécessité de contrôler les coûts qui n'existait pas quand moi j'ai commencé. Ok. Et les effets du Covid sur Alors, les effets du Covid, on s'est rendu compte d'une chose déjà. En premier lieu, c'est que même si on savait où nos expats étaient, dans quel pays ils étaient, au moment où il a fallu essayer de voir qui était où et est-ce qu'on rapatrie, on avait beaucoup de gens qui étaient partis en voyage, vacances, professionnelles, qui ont été bloqués dans des pays qui n'étaient pas leur pays d'expat, qui n'étaient pas leur pays d'origine. On a beaucoup travaillé sur le rapatriement des familles aussi, parfois dans certains pays très difficiles. Donc ça a été un premier exercice surtout d'identification des gens, de là où ils étaient et de comment les rapatrier si c'était nécessaire de rapatrier. Et après, on a eu beaucoup de discussions, et ça a duré au moins 2 ans, sur comment continuer à faire de l'expatriation sans en faire. C'est-à-dire, les gens, on les envoie sur des missions à l'étranger, mais finalement, ils vont peut-être pas partir. Donc, ce qu'on a appelé les virtual assignments. Je suis française, on me donne une mission aux États-Unis, mais je reste en France. Donc, c'était le work from home. Et là, à la limite, ça a certaines contraintes, mais c'est assez contrôlable, on va dire. Mais il y a eu tout un courant de personnes qui se sont dit, je vais en profiter, et des pays qui ont fait de la pub aussi sur des facilités de visa, sur pas d'impôts pendant 1 an ou pendant 2 ans, pour attirer les gens. Donc, il y a des gens qui sont partis dans un pays tiers. Je suis française, je travaille pour, par exemple, l'Allemagne, mais je vais aller m'établir au Vietnam ou en Thaïlande, où il y avait Dubaï qui avait émis un visa spécifique, il y avait les îles des Bermudes, par exemple, pour attirer cette population un peu des digital natives, donc des gens qui sont dans la flexibilité. Et donc, on s'est retrouvés, alors,
dans les grandes entreprises, ça a été très vite contrôlé, où on a dit, voilà les risques fiscaux, sociaux, la sécurité de la personne, évidemment, mais surtout aussi, effectivement, les risques fiscaux par rapport au corporate, donc quel risque l'entreprise encourt. Et donc, très rapidement, les grandes boîtes ont mis en place des espèces de guidelines en disant, ça c'est oui, ça c'est non, ça on vous l'autorise, ça on vous l'autorise pas. Très très peu de groupes se sont positionnés sur un oui à peu près tout ce que les gens voulaient parce que c'est incontrôlable. Donc elles ont limité à 20 jours par an, 10 jours par an, 30 jours par an la possibilité d'aller travailler à l'étranger. Mais on est resté dans un cadre où ces virtual assignments, on s'était dit à un moment donné, ça va être le futur de notre métier. Oui, il y en aura un peu, mais c'est resté relativement, je pense, contrôlé dans les grands groupes. Peut-être dans la tech et les startups, ça a été un peu plus flexible, mais c'est des contextes et des statuts qui sont finalement, en termes humains, mais financiers, fiscaux, sociaux, très complexes. Si on veut être dans les clous, bien sûr, dans chaque pays, c'est assez complexe. Compliant sur tous les points, c'est compliqué. Sophie, comment tu vois le futur de la mobilité internationale aujourd'hui ? Alors, c'est un futur qui va continuer à travailler sur cet aspect de coût, c'est une évidence. On va s'orienter, je pense, dans une approche assez systématique, plus en local qu'expatrié. Alors, ils auront forcément quelques avantages, mais en tous les cas, toute la structure de la rémunération, ça sera du local. Et après, je vois arriver des questions, et on m'en a posé récemment, sur qu'est-ce que vous avez prévu dans votre politique en termes d'éco-responsable. Est-ce que vous faites de la green mobility ? Alors là, je dois dire que j'ai interrogé un certain nombre de mes contacts dans les entreprises du CAC et dans des plus petites. On n'a pas tant que ça travaillé sur cet aspect-là dans les politiques, faut être honnête. Je pense qu'il y a moins de 30% des entreprises qui ont intégré une mesure ou qui ont réfléchi à ces mesures. Et c'est vrai que quand on parle mobilité internationale, forcément, on a voyage en avion, on a déménagement, on a container sur les bateaux du coup. On a tout un tas de mesures qui sont totalement contradictoires et qui sont pas du tout éco-responsables. Donc je pense qu'on va être, nous, amenés à réfléchir à des mesures en termes de politique qui vont diminuer l'empreinte carbone. Alors, il y a pas mal d'axes. Déjà, effectivement, peut-être quand c'est possible, si on est sur un même continent, est-ce qu'on a possibilité d'éviter l'avion pour prendre le train ? Parce que finalement, quand c'est de l'intra-continent... Oui, ou favoriser peut-être des voyages dans la zone, dans la région... Ou pour effectivement ce voyage annuel qui est partie intégrante de chaque politique, dire vous restez dans votre région. D'un autre côté, c'est un peu antinomique avec le principe du home live, mais il y a quand même moyen peut-être de réfléchir aussi à compenser cette empreinte carbone en mettant l'entreprise contribuant sur des programmes de compensation. Donc ça, c'est une chose. Je pense qu'il faut réfléchir à l'aspect déménagement. L'aspect déménagement est très, très important dans une mobilité. Ça cristallise beaucoup d'angoisse de l'expatrié, ce déménagement. Mais d'un autre côté, on peut se dire que on peut ne plus faire ce déménagement. Donc, on prend plus le container sur le bateau, il y a moins de bateaux sur la mer, etc. Et qu'à l'arrivée, on va louer des meubles et que ces meubles vont faire une rotation de plusieurs expatriations. Donc, faut faire attention. On va sourcer les meubles, soit éco-responsables eux-mêmes si on veut aller par là. Mais on peut faire un vrai travail sur le déménagement. On peut faire un vrai travail aussi peut-être sur ce qu'on appelle la visite exploratoire. On permet à chaque expat d'aller visiter avec son épouse son futur pays pour un peu découvrir, voir les quartiers, les choses comme ça. On peut le faire de manière virtuelle. On n'est pas obligé d'avoir à chaque fois un déplacement en avion, etc. On peut aussi dire on va faire plus éco-responsable, travailler qu'avec des prestataires eux-mêmes labellisés qui font un vrai travail de sourcing de leurs prestataires, de leurs biens, de leurs logements. Donc ça, c'est effectivement une vraie action. Et puis, on va forcément aussi réfléchir à une diminution peut-être des moves, c'est-à-dire moins d'expatriation. On a toujours en tête le fait que le Covid a permis de voir qu'on était capable de faire beaucoup de choses en remote. Donc, il y a peut-être des expatriations qui peuvent ne pas être mises en place et quand même faire son job de là où on est. Et surtout, je pense, il y a des modalités qui vont peut-être devoir être changées, voire supprimées. Ces commuting qu'on a mis en place il y a une quinzaine d'années comme étant une solution incroyable, la personne qui fait 3 jours dans un pays, 2 jours dans un autre, 1 jour là, 2 jours là, peut-être qu'il y a un moment donné, il faut se poser la question de savoir quelle est l'empreinte carbone de ce genre de mobilité. On va peut-être réduire les moves longue durée pour faire plus de courte durée, la courte durée engendrant pas de déménagement, pas tout ça, donc en fait beaucoup moins polluante. Donc voilà, je pense que les réflexions, elles vont s'axer autour de toujours travailler à la rationalisation des coûts et aussi répondre aux impératifs
on va dire, écologique et réfléchir à diminuer les impacts de l'expatriation, en fait. Quel serait ton meilleur conseil ? Quel conseil t'aurais aimé qu'on te donne à l'époque quand t'as pris ton poste ? Moi, j'aurais aimé qu'on me dise « ne panique pas si tu sais pas ». Parce que vraiment, au départ, j'étais dans cet environnement et il était assez compliqué pour moi de savoir quelles étaient les règles à suivre, comment mettre les solutions en place, et que, comme on travaille sur une multitude de pays, il est assez raisonnable de se dire qu'on va pas tout savoir. Je ne connais pas le droit du travail au Panama, je ne connais pas la fiscalité à Hong Kong, et ça fait pas de moi un mauvais gestionnaire de mobilité internationale. Il faut avoir un vrai goût des chiffres et être très ouvert sur la multiplicité des sujets. On touche à beaucoup de sujets, néanmoins on n'est pas forcément expert du sujet. Parce que moi, quand j'ai besoin de conseils en immigration, je viens te voir. Quand j'ai besoin d'un déménageur, je vais voir une société de Rilo. Et surtout dans 2 sujets principaux qui sont le droit du travail et la fiscalité, on n'est pas avocat fiscaliste à la base. Et même si on est assez, on va dire, pointu sur le sujet, il y a forcément des choses qu'on ne connaît pas, des règles dans le pays où on va qu'on ne connaît pas. Donc, il ne faut pas avoir peur de ne pas savoir. On a aujourd'hui des vrais partenaires sur tous les sujets et on peut faire appel aux fiscalistes, aux juristes pour nous accompagner. Et puis, il est normal de se dire, bah non, là, je ne sais pas te répondre à l'instant. Je vais voir, je vais me renseigner et je te dirai comment ça se passe, quelles sont les règles, etc. Donc, c'est un vrai métier de curiosité. Dans des pays divers et variés, on peut toucher à plus de 100 pays dans certaines entreprises. On va être présent sur plus de 100 pays. Bien évidemment que... Tu peux pas tout savoir. On ne peut pas tout savoir. Et c'est ça qui est intéressant. C'est aussi de se dire, bah, je fais le même métier, mais je continue à apprendre parce que c'est pas les mêmes politiques, ce sont pas les mêmes pays. Et moi, je continue au bout de 28 ans parce que j'ai toujours cette envie de me dire, bah, tiens là, je vais partir sur un pays, honnêtement, je connais pas. Ah, on parle d'une politique avec tel et tel principe, je ne connais pas. La fiscalité au Guatemala, aucune idée. Mais voilà, on toujours différent. Toujours différent. Et sur des sujets très techniques comme la rémunération et la fiscalité, beaucoup moins techniques sur des questions sur la recherche de logement, le déménagement, etc. Mais toujours au service de l'expatrié et des RH. Donc c'est ce qui rend le métier intéressant. Super. Et est-ce que enfin il y a des personnes qui ont marqué ton parcours que tu aimerais remercier aujourd'hui ? Alors comme mon parcours est déjà long, j'en ai quelques-unes. Si je me réfère aux fondamentaux et on va dire au métier de consultant, je voudrais citer 3 personnes qui m'ont beaucoup appris sur le métier de consultant en mobilité internationale. Il s'agit de David Payet-Pigeon qui est maintenant chez L'Oréal, Laurent Roux et Luc Nguyen que je crois que tu as reçu il y a quelque temps, qui m'ont structuré parce que moi je venais du monde de l'entreprise et en entreprise on a une certaine rigueur mais qui n'est pas du tout la rigueur qu'on doit avoir quand on est un consultant. Donc ils m'ont effectivement beaucoup appris sur ce métier. Et sur les fondamentaux techniques, on va dire, également. Il y a aussi des personnes avec qui j'ai travaillé au cours de mes différentes missions, puisque moi, j'ai, en 14 ans, fait beaucoup de missions au sein des entreprises, donc comme on disait tout à l'heure, pour remplacer des congés maternité, des arrêts maladie, ou aussi, comme chez Alstom, je suis arrivée au départ parce qu'ils venaient de gagner un gros projet de construction du métro en Arabie Saoudite, et ça générait un envoi de plus de 70 ou 80 expats à la minute, c'est-à-dire que il fallait vraiment faire partir tous ces experts et ces ingénieurs pour la construction du métro. Donc, je suis arrivée sur un renfort d'équipe. Après, j'ai fait beaucoup de remplacements maternité. Donc, moi, j'ai adoré travailler avec Nadège Morel et Théane Truong. Théane, qui est maintenant la directrice de la mobilité internationale chez Alstom, avec lesquelles j'ai beaucoup appris, mais aussi avec lesquelles ça a été extraordinairement positif humainement. Vraiment, un côté humain très, très positif et très agréable. Et je voudrais aussi remercier Laetitia Jardry, qui était la directrice EMI de L'Oréal, avec qui je viens de finir une mission de 3 ans, où j'ai enchaîné les remplaçants de congé mat et aussi des surcharges de travail. Laetitia, je la connaissais de chez Primacy, parce qu'elle était chez Primacy, tout comme Laurent Roux et David Payet d'ailleurs. Et donc on a fait une très belle mission. Elle m'a permis de vraiment pouvoir m'intégrer à l'équipe et de vraiment bien travailler. Et la dernière personne, c'est Ludivine Adam, qui est maintenant directrice Compagne et mobilité chez BIC, avec qui j'étais chez Primacy aussi, et qui a fait un très très beau parcours depuis, qui est pour moi une des références sur le marché de la mobilité internationale, que ce soit techniquement, mais aussi en termes de rigueur, d'approche, de réflexion. Donc toutes ces personnes ont vraiment contribué à mon parcours, et j'espère d'ailleurs pouvoir avoir les opportunités de retravailler avec elles dans le futur, parce qu'on a vraiment une vraie richesse humaine aussi avec ces gens-là.
Génial. Merci beaucoup Sophie d'être venue. Merci pour l'invitation. À bientôt. Sophie, en presque 30 ans d'expérience en mobilité internationale, tu as constaté une vraie évolution des pratiques dans les entreprises. Avant, il y avait généralement une politique unique de mobilité internationale. C'était assez peu structuré et les budgets étaient très généreux. Aujourd'hui, on assiste à une rationalisation des coûts d'une expatriation. Il y a une segmentation des politiques en fonction du niveau hiérarchique, d'ancienneté ou de l'objectif de la mission par exemple. Et les prestataires sont plus nombreux et se sont diversifiés et spécialisés. Enfin, dans le futur, la mobilité internationale va continuer à faire attention au budget et elle sera de plus en plus verte ou éco-responsable. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast avec quelqu'un qui pourrait être intéressé.